Bonjour tout le monde, bienvenue dans la SP, le podcast qui parle d'un film asiatique. Et cette semaine, on parlera d'animation japonaise, avec Les Enfants du Temps de Makoto Shinkai. Toujours en compagnie de Céline. Coucou tout le monde. Ça va toi ? Ouais, très bien. Fatigué, mais comme d'hab. Pareil. Fatigué, mais ça va le faire. On va essayer de faire ça bien. Ouais, on se fait un petit film d'animation en famille. Ouais, ça fait plaisir. Donc ça c'est cool, ça va être facile à regarder, parce qu'on l'a déjà vu. Et en plus, dimanche matin, on va bruncher devant ce film avec les enfants, donc c'est... Ça va être très bien. Moment familial qui va être tout bon. Ouais, exactement ce qu'on aime. Ouais, donc qu'est-ce que tu as à dire sur Makoto Shinkai ou son univers ou ce film-là ? Alors moi j'ai adoré Your Name, j'ai découvert Makoto Shinkai avec ce film-là. Après on a vu Les Enfants du Temps et Suzume. C'est ça. Et moi j'adore les trois, j'ai vraiment un coup de cœur pour Your Name. Ouais, j'avais beaucoup aimé Les Enfants du Temps, moi j'adore, c'est le côté très onirique et très magique. En fait il y a toujours une part de magie en ayant par contre un décor très réaliste et une critique aussi de la société très réaliste. Donc j'adore son univers en fait parce que ça coche toutes mes cases quoi. En plus c'est sublime donc voilà. Voilà, je crois que t'as tout dit. Ouais. Si on allait voir ça. C'est parti, allons-y. Allez, let's go. Un jour d'été, tout là-haut dans le ciel, nous avons changé la face du monde. Non, je ne veux pas rentrer. Tu paries que t'as fugué, j'ai raison. Santé! Une fille soleil? La pluie, La pluie, la pluie, la pluie, la pluie. et maintenant il va faire beau. Tant pis pour le ciel bleu, c'est toi que je veux. On restera toujours ensemble. Cet été-là, nous avons changé la face du monde. Et voilà, nous sommes de retour après le visionnage des Enfants du Temps de Makoto Shinkai, sorti en 2019 d'une durée de 1h54. Un film d'animation japonais de type romance fantastique. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. On peut dire ça comme ça a l'air pas mal. Si tu nous résumais ça. Ouais, donc c'est l'histoire d'Odaka, un jeune garçon de 16 ans qui fugue de chez lui pour aller à Tokyo. Donc il habitait sur une petite île et il s'en va sans prévenir personne. Donc forcément il n'a pas d'argent, il n'a pas d'emploi, il n'a pas de logement. Et il va chercher à trouver du travail, quoi. Donc il va au départ errer un petit peu dans Tokyo. Et ensuite il va va être embauché dans une petite... maison de presse ou une revue locale. Ouais, une revue, ouais, merci, c'est ce que je cherchais, qui va traiter de paranormal. Donc au départ, il fait un petit peu l'homme à tout faire, et ensuite, il va commencer à faire des recherches sur un phénomène météorologique un peu particulier, qui est les filles soleil. Donc ça se passe dans un contexte météorologique un peu particulier, où il y a des pluies constantes à Tokyo, au point qu'il commence à y avoir des gros risques d'inondation et des pertes de territoire, on va dire, autour de Tokyo et du Japon de manière générale. Il va rencontrer Ina dans cette recherche de son enquête paranormale, qui est une fille soleil. Et donc il y aura la rencontre avec Ina, puis sa relation avec elle pendant tout le long du film. Ok, parfait. Et si tu nous disais ce que tu en as pensé ? Moi j'ai encore adoré. Je pense que... vas-y, commence. Non, pour moi, c'est un grand film d'animation. C'est comme je disais en avant-séance, hein, pour moi, ça coche toutes mes cases, dans le sens où il y a une grosse part de fantastique, mais qui est extrêmement bien amenée pour que ce soit très réaliste, on va dire. C'est-à-dire qu'on y croit vraiment à ce monde, à ce déluge à Tokyo. En même temps, il y a une
très belle relation entre chaque personnage, donc entre Odaka et le chef de la revue, le rédacteur en chef. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la relation avec les différents personnages, que ce soit les personnes qui travaillent dans la revue, Ina, le frère d'Ina, et puis tous les personnages qu'ils vont rencontrer au fur et à mesure de leur enquête. Toujours grand film pour moi. Et toi ? Bah moi c'est pareil, voilà, les 3 films que tu as cités, c'est les seuls qu'on a vus de Makoto Shinkai. J'ai pas vu les premiers qui sont Voyage à Agartha, 5 cm par seconde, tout ça, et je crois qu'il y en a même un autre avant, je suis pas sûr. Il y en a un de 99 je crois. Mais peut-être, mais je crois qu'il a fait beaucoup de courts-métrages aussi. Okay. Mais enfin bref, c'est pas ce que je voulais dire. Donc du coup, les 3 qu'on a vus, pour moi c'est 3 films d'animation que je trouve vraiment excellents, qui se rejoignent plus ou moins. Il y a peut-être un Makoto Shinkai Universe entre chacun, tu vois, et ça se ressemble beaucoup déjà graphiquement. Pour rester sur celui-ci, c'était pas mon préféré des 3 que j'avais vus, mais pour le coup, avec le second revisionnage, il a pris encore une petite place importante. Ouais. Parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de thèmes très sympas, notamment côté écologique, on reviendra sans doute après, mais qui aurait mérité peut-être un peu plus de place. Ouais. Personnages hyper attachants, que ce soit le héros, l'héroïne ou tous les petits personnages qui viennent se greffer autour. On a de l'empathie pour tout le monde. Ouais, et ça, je trouve que c'est ce que Shinkai arrive à faire dans tous ses films. Graphiquement, visuellement, c'est magnifique. Ouais, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire. À part peut-être un petit bémol, c'est que le mec, il est tellement fort dans les détails que des fois, je regardais les images et je perdais un peu le fil de l'histoire. Voilà, j'avais une fixette sur une ruelle. Je me dis, putain, elle est tellement réelle, là. Ouais. Cette ruelle-là. Bon, après, faut savoir qu'il travaille d'après photo. Donc, il y a un énorme travail de recherche, de photographie. Et ensuite, il retravaille ça. Et avec sa patte, ça donne une autre dimension au lieu dit. Donc, non, c'est incroyable. Et même, voilà, les petits détails, que ce soit sur des vis, sur des écrous, sur des pots de fleurs, tu vois vraiment tout. C'est magnifique. Petite anecdote, moi, j'ai travaillé dans la navale. La première scène du début, quand il est sur le ferry, j'ai pas suivi la scène, honnêtement. Ouais. J'ai pas suivi. Je me suis concentré sur tous les petits détails qu'il y avait autour. Voilà, je voyais, je savais comment on construisait un bateau de ce genre-là. Et en fait, je regardais tous les détails, je fais, mais putain, mais en fait, c'est ultra précis. Ouais, il a pensé à tout, quoi. Il a pensé à tout. Tu avais même l'impression de voir les soudures apparentes, tellement c'était trop bien fait. Enfin bref, tout ça, c'est pour dire que ces petits détails-là, en fait, visuellement, je me suis jeté sur tout ce qu'il me donnait. Et la première scène du début, en fait, je comprenais pas trop. J'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. Comment dire, dans les liens entre Odaka et puis le personnage du pigiste du petit, la petite revue de Tokyo. Au début, je comprenais pas, j'avais pas suivi ce qui s'était passé. Je m'en souvenais plus pourquoi ils s'étaient rencontrés. Je m'étais fixé sur des petits détails comme ça à la con qui venaient me percuter la rétine. Et là, voilà, enfin bref, tout ça pour dire que faut rester quand même concentré sur le film. Le film met un peu de temps à démarrer, donc il y a beaucoup de contemplation. Moi, j'adore parce que j'ai pu regarder énormément de choses. La première partie, je ne l'ai pas vu passer. Sauf qu'à un moment donné, quand je devais rentrer dans l'histoire, j'ai dû me remettre un peu de contexte sur ce qui s'était passé avant, peut-être d'imaginer quelque chose que je n'avais pas forcément suivi. Donc, je me suis un peu perdu tout seul, en fait. Bah, surtout qu'au début, il y a toute la partie où, par exemple, pourquoi il a fugué, pourquoi il décide d'aller à Tokyo et pas ailleurs. On n'en parle pas du tout. Donc, Tokyo, on se doute que c'est parce que c'est la capitale, donc forcément, il y a peut-être plus de possibilités de faire de l'argent, d'avoir un emploi, des choses comme ça. Mais c'est vrai que toute la partie on va dire, d'introduction sur Odaka et son arrivée à Tokyo et comment ça va se passer, et ben ça, on n'a pas beaucoup d'informations sur son passé, en fait. On sait qu'il vient là, et même au cours du film, c'est très très peu abordé. Donc en fait, moi je me suis posé des questions pour le coup en me disant mais pourquoi il est parti déjà, qu'est-ce qui s'est passé, on sent qu'il y a quelque chose d'assez grave, on va dire, mais en même temps il n'y a rien qui est abordé, quoi. Mais tu vois, moi je pensais plus que c'était des éléments que j'avais pas fait attention, tu vois, comme j'avais du mal à rentrer dans le film. Mais là, si tu me confirmes que finalement il y a des choses qui sont pas dites, non, il y a plein de choses ça me rassure quand même, ça veut dire que j'ai quand même suivi un minimum. Mais après, peut-être, si je peux soulever quelque chose, c'est chez Shinkai, justement, c'est le manque d'informations dans ces scénarios, en fait. Ouais. Que ce soit pour... Your Name, peut-être moins, mais en tout cas pour Suzume et puis pour Les Enfants du Temps, c'est un scénario, souvent un trou. On nous balance un élément où on n'aura pas forcément de réponse.
ce qui est pas souvent grave, hein. Des fois on en a pas besoin, sauf qu'il le répète souvent dans son scénar, et tout au long de l'histoire en fait on va suivre des personnages évoluer dans un Tokyo magnifique, et puis souvent embelli par rapport à la réalité, mais arrivé à la fin du film, finalement ce qui me reste le plus, c'est pas le scénario en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que moi, quand on a vu le film pour la première fois, je m'étais imaginé que les enfants du temps, c'était pas le temps, la météo, mais le temps qui passe, en fait. Surtout après avoir vu Your Name. Ouais. Où il y avait une question de temporalité. Ouais, c'est ça. Bon, bref, on ne leur dira pas plus, on n'est pas là pour spoiler non plus. Et en fait, quand on a revu le film, quand on a vu qu'il y avait le film qui allait sortir, bizarrement, moi, je me suis fait une fixette sur ce sentiment-là, en Pareil. fait. De dire que c'était sur le temps, la temporalité. Et donc, forcément, le film commence, et après, on parle de la pluie et tout. Ah oui, c'est vrai que c'était pas ça, mais j'étais restée là-dessus. Et donc, il y a vraiment un truc qui reste, en fait, où des fois, des infos... Je pense que, pour le coup, pour le titre français, je trouve qu'il y a un défaut de traduction. Ouais. Je trouve que ça prête pas vraiment... Et c'est difficile à traduire, en même temps. Hein. Ouais, mais déjà, en anglais, c'est Withering with You. Ouais, mais Withering, c'est pas un verbe, en fait. C'est déjà, c'est vrai. Ouais, mais juste je sais pas, moi, quand je vois le film, je sais que ça parle de pluie, de temps... de météo, quoi. De météo, exactement. Comparé aux enfants du temps, où, moi, tout de suite, je vois un voyage dans le temps, je vois des trucs spatio-temporels, ou que sais-je, tu vois. Et même sur le deuxième visionnage, comme tu dis, j'attendais cette part de fantastique-là, du côté on va voyager dans le temps, mais elle n'est pas arrivée, puis je me suis dit, merde... non, elle n'existe pas en fait, ça fait pas partie du scénario. Et justement, je rebondis sur ce que j'ai dit, au final, le scénario ne marque pas. Quand j'ai commencé le film, en fait, je me souvenais plus grand-chose. Donc, je confirme quand même que c'est un scénario qui est vite oubliable. Après, nous, on se rattache vraiment sur la beauté du film, sur les liens entre les personnages, les évolutions entre chacun. Juste, on s'attache en fait à cet univers, on s'attache aux personnages. Pour un moment en famille, ça passe très bien. Mais pour un moment cinématographique, je trouve que ça mériterait peut-être un peu plus de travail. Surtout qu'on le compare souvent à Miyazaki. Apparemment, Your Name a battu les records de Ghibli. Ouais, mais ça en fait pas un Miyazaki, tu vois. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était... l'accueil qu'il y avait eu pour Your Name avait été vraiment... Oui, après, Your Name, il est vraiment incroyable, il est énorme. Hein. Contrairement à Miyazaki, lui, travaille ses scénarios. Shinkai, je dis pas qu'il les travaille pas, mais je dis qu'il les exploite pas à son maximum. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu disais, comme quoi il y avait des éléments qui revenaient. Et donc en fait, on allait se reposer les mêmes questions, notamment pour le passé de Odaka, la raison pourquoi il fuit, des choses comme ça. Moi, le fait qu'il donne pas plus d'informations sur sa vie avant Tokyo, ça me choque pas. Et au contraire, je trouve ça plutôt bien. Parce que ça permet de pouvoir s'identifier assez facilement à lui. C'est-à-dire que n'importe quel japonais ou japonaise qui est un peu mal dans sa peau... Et voilà, un jeune qui rêve de pouvoir avoir une vie plus grande que sa petite île, de pouvoir faire plus de choses, peut très facilement s'identifier à lui. Après, il y a des choses où effectivement, c'est comme tu dis, c'est assez classique, quoi. Le scénario, c'est... Classique, je dirais peut-être pas ça. Moi, je dirais que c'est vraiment pas exploité, tout simplement. Parce qu'il y a énormément de bonnes idées. Ah oui, complètement. Que ce soit pour les petits côtés fantastiques, les petits côtés poétiques. Il y a beaucoup de... En fait, je pense que c'est plus un scénario d'idées qu'un scénario construit. Je sais pas si j'arrive à... En gros, il y a plein d'idées mélangées et après, ça fait ça... C'est peut-être un peu ce que je reprocherais au cinéma de Shinkai, même si j'en ai vu que 3, j'ai pas vu les autres. Voilà, encore une fois, je pense que le public cible, ça reste quand même les adolescents. Ouais. Ça reste quand même un film d'adolescence et je trouve que pour ça, il le fait très bien. Comme tu l'as dit sur la représentation, que ce soit pour le héros ou l'héroïne, moi, je reste persuadé que ça marche et que ça peut marcher sur la jeunesse, que ce soit tokyoïte ou japonaise ou même mondiale en général. Ouais, moi, je trouve que c'est un film très correct dans l'ensemble, mais éblouissant sur le plan esthétique. Ah oui, complètement. Franchement, juste un truc tout bête, mais la représentation de la pluie. Ah, c'est incroyable. L'eau, ça reste quand même un des éléments les plus difficiles à dessiner, à peindre et à rendre réaliste. Il fait des plans où les 3/4 du film, il pleut tout le temps, quoi. Moi, il m'a fait aimer la pluie. Ouais, c'est... Moi, je veux vivre dans un monde où il pleut comme ça, quoi. C'est tellement beau. Bon, même si la critique, c'est pas ça. Ouais, la critique, c'est pas dire, regardez la pluie, comment c'est beau. La pluie, on veut ça tous les jours.
C'est pas ça la critique, justement, c'est autre chose. Mais bon, ça, on vous laissera voir le film pour ça, même si voilà, ça coule de source quand même. Dans l'ensemble, je trouve que c'est un film très convaincant. Ouais, franchement, pour moi, c'est un film à voir. Comme tu dis, déjà, un moment en famille, c'est un très bon film familial. C'est très compréhensible pour les enfants, sans les prendre pour des idiots. C'est exactement... Le rapprochement Miyazaki, il fonctionne aussi pour ça, parce que c'est vraiment des films qui vont parler aux enfants, leur faire des aventures, leur permettre de développer leur imaginaire, les amener à se confronter à plein de sujets extrêmement différents. Et sans les prendre pour des débiles, quoi. Je veux dire, et puis après, moi, je trouve qu'il y a aussi un truc... La partie romance, en fait, de l'histoire, elle est aussi très touchante. Très touchante, parce que, en plus, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des romances qui sont extrêmement enfantines, en fait. Hein. C'est vraiment les premiers amours. Et ça montre aussi le passage de l'enfance à l'adolescence, puis de l'adolescence à l'âge adulte. Et non, franchement, c'est... Et cette représentation-là... C'est des belles représentations à montrer aux enfants, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis surtout que la représentation dans le film, il n'est pas montré sur une temporalité. Il est montré à travers différents personnages. Ouais. Que ce soit avec les deux adolescents, que ce soit avec les adultes qui travaillent dans la revue locale, justement, qui ont leurs problèmes aussi. Que ce soit le deuil, la séparation avec un enfant. T'as aussi le petit frère qui est ultra populaire, tu vois, le Charo de Tokyo, tu vois. Il fait tomber toutes les petites filles de sa classe. Voilà, t'as toutes les représentations qui sont là, mais à travers des personnages différents. Clair ? Oui, et ce qui est bien, moi, je trouve, c'est qu'ils vont tous avoir un regard sur la même situation, donc qui est la fille soleil, mais avec des yeux différents. Et avec des objectifs différents, avec des projets différents pour la fille soleil. Et c'est vachement intéressant, ça aussi. Comme tu dis, d'avoir... c'est pas clivant. C'est-à-dire que ça montre, en fait, comment les personnages à quel point ils sont différents, sans qu'ils soient tous isolés les uns des autres et qu'ils peuvent pas s'entendre, quoi. C'est clair, je suis d'accord. Mais bon, avec tout ça, on n'a pas parlé du film. On a fait un grand ressenti. Oui, c'est vrai, Mais le film en lui-même, donc on a parlé de Fille Soleil. Ouais. Donc cette histoire, je sais pas comment on appelle ça, ce conte. Ouais, ça, c'est une légende. Une légende, en fait, qui dit que, en fait, la Fille Soleil a le pouvoir de faire revenir sur une courte durée, sur une période définie, un petit rayon de soleil. C'est ça. Et en fait, l'héroïne qui est Ina, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ina donc va ouvrir un business avec Odaka, donc c'est-à-dire ils vont mettre en place un site internet où ils vont proposer le service de la Fille Soleil, c'est-à-dire une petite prière contre un peu de monnaie. C'est ça. Et en fait, ils vont se rendre à chaque fois chez les clients pour leur donner un petit rayon de soleil dans ce paysage tokyoïte complètement submergé par la pluie. C'est ça. Et c'est super bien. C'est super cool parce que en fait, t'as un peu l'attachement à comment dire, le côté japonais qui sont très fidèles aux légendes, qui sont très proches aussi de certaines croyances. T'as ceux qu'en fait, ils sont complètement dépités par la pluie, qui ont tout tenté et qui, par dépit, vont faire appel à cette jeune fille de la pluie pour leur donner quand même un rayon de soleil. Ouais. Et puis le rayon de soleil, c'est souvent pour des choses simples, en fait. Oui, c'est ça. C'est le pigiste qui veut voir sa fille au parc et qui peut pas s'il pleut. Parce que sa fille est asthmatique. Ça va être un marché où il y aura personne. Vrai. Il y avait un vide-grenier, un truc comme ça, je sais plus quoi. Et c'est plein de petites choses. Et moi, c'est aussi des choses que j'aime bien, c'est ces représentations en fait des moments simples. C'est de pas se dire on fait revenir le soleil pour un truc hyper extraordinaire. Au contraire, en fait, c'est vraiment le quotidien des Tokyoïtes, en fait. Ouais, c'est ça. Leur vie de tous les jours, banale, mais qui, en fait, en font des personnages ultra réalistes et ultra attachants. C'est ça, en fait, c'est juste le petit rayon de soleil qu'ils veulent dans leur vie. Et ce petit rayon de soleil-là est amené par Ina. La légende dit qu'une fois que la Fille Soleil a utilisé l'intégralité de son pouvoir, en fait, elle fait le dernier sacrifice. Voilà. Et elle disparaît, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Et en fait, en se sacrifiant, la pluie cessera sur Tokyo. C'est ça. Et donc, tu as cette histoire-là, ensuite, qui va évoluer sur, entre guillemets, il y a l'amourette entre les deux, justement, parce que tu en as une qui va se sacrifier pour redonner le soleil à Tokyo. Et tu as le héros qui voudra pas qu'elle se sacrifie parce qu'il veut la garder auprès d'elle.
Donc tu as un peu cet élément qui tiraille dans les deux sens, et donc ils savent pas vraiment ce qu'ils doivent faire, jusqu'au moment où, à force d'utiliser son pouvoir, en fait, elle va vraiment devenir une fille soleil, Ouais. et elle aura vraiment pas le choix, en fait. C'est plus un sacrifice, c'est le destin, en fait. Après, on va pas vous dire ce qui se passe vraiment, même si, Oui, oui, bien sûr. si vous il y a avez vu encore, Your Name, si vous avez vu Makoto Shinkai, en général, c'est toujours la même formule. Mais bon, c'est toujours sympa de découvrir le fin mot de l'histoire. il y a quand même pas mal de rebondissements dans les différentes situations. Donc il y a l'histoire principale avec Ina et Odaka, mais après il y a toutes les petites situations autour, et à chaque fois on a des rebondissements sur ces situations-là aussi, quoi. On va pas dévoiler, on va pas trop en dire, on va vous laissera découvrir un peu ce petit film-là. D'ailleurs, comment tu conseillerais ce film? À qui tu conseillerais ce film? Moi j'ai envie de dire un peu à tout le monde en fait, parce que on a dit plusieurs fois que c'était un film familial, donc effectivement c'est bien à montrer à des enfants, parce que c'est adapté à leur âge, des choses comme ça. Mais en même temps, on n'est pas obligé d'avoir des enfants pour voir les enfants du temps, au contraire. Et je pense qu'il y a aussi tous ceux qui aiment bien les histoires oniriques, avec un petit peu de fantastique, sans aller dans un monde complètement imaginaire, d'avoir vraiment un monde qui s'ancre dans une réalité. Et puis avec un dessin magnifique, ceux qui aiment voir de l'animé, franchement je pense qu'on peut le recommander à beaucoup de personnes. Ouais, moi c'est pareil, moi je le recommanderais à ceux qui ont aimé du Miyazaki, tout simplement. Ouais. Ceux qui aiment la poésie de Miyazaki, ceux qui aiment la poésie Ghibli, ceux qui aiment la poésie en général, les petits films en fait qui redonnent un peu le sourire, Ouais. qui en ont marre de voir des trucs déprimants ou Il redonne du baume au cœur. ouais, je pense que c'est un bon film pour anti-déprime. Ouais, je suis C'est d'accord. un bon film anti-déprime en fait. Si vous avez passé un mauvais moment, vous avez passé une semaine de merde, et vous savez pas quoi regarder, vous aimez l'animation japonaise, vous aimez l'animation en général, franchement c'est un film, il faut se jeter dessus. Ouais. Comme le fait si bien dans le film en fait, c'est de donner un rayon de soleil à Tokyo, et puis ce film en fait donne un rayon de soleil dans nos vies. Ah mais carrément, c'est trop ça. Donc c'est agréable à regarder, c'est simple, il n'y a pas de prise de tête, c'est beau. Je vais pas répéter tout ce qu'on a dit au début, mais c'est un film très solide sur ce qu'il propose. Et qui mérite d'être vu. Et qui mérite complètement d'être vu, et puis même de découvrir la filmographie de Makoto Shinkai, qui pour le moment nous a pas déçus. Ah non, carrément, moi, franchement les trois j'ai adoré. Est-ce que tu as une scène préférée? Oui, alors moi c'est pas vraiment une scène à proprement parler, mais c'est plus en fait tout le business qu'ils mettent en place. Donc c'est à chaque fois qu'ils vont voir les gens, et notamment la relation avec le petit frère, en fait, qui au départ a envie d'être là, qui sait pas trop quoi faire et tout, et qui va au fur et à mesure prendre vraiment une place hyper importante dans le petit groupe. Donc c'est plus juste Ina qui ramène le soleil, Odaka qui va gérer, fait l'administratif pour gérer les commandes des gens. Lui va être là aussi, et il va se faire sa place. Et voilà, moi j'aime beaucoup toute la dynamique là, et puis comme je disais tout à l'heure, ce côté de petits moments du quotidien, petits moments simples que j'adore. Et toi? Moi c'est la scène d'intro. Ouais. J'aime beaucoup la scène d'intro parce que tu as regardé toutes les vis et les boulons un peu bateau. Ouais, mais en fait c'est vraiment visuel. Ce que j'ai vraiment adoré, c'est justement cette vue au loin, au large de Tokyo, qui est toute belle avec ses lumières, son pont éclairé, tout ça. Après, bon, t'as la scène d'intro où il se passe quelque chose, ça c'est quand même à découvrir, je vais pas vous raconter. Mais après, une fois que Odaka arrive dans Tokyo, où en fait t'as cette désillusion, plus ou moins, où en fait il se dit mince, j'ai pas de chez moi, j'ai pas d'argent, je sais pas quoi faire, je suis complètement perdu, je suis dans une grande ville, je ne comprends pas comment fonctionne cette ville-là. Voilà, entre le moment, on va dire, ultra posé, où Odaka découvre la ville de Tokyo au loin, et une fois qu'il est à l'intérieur, c'est deux contrastes complètement différents, et je trouve que c'est très bien représenté. Ouais, et le contraste, il est bien marqué au niveau visuel. Parce qu'il y a le côté assez lumineux dans le bateau et au départ, et après quand il arrive, on comprend qu'il arrive de nuit, et donc il y a la pluie plus la nuit, et on arrive vraiment sur un truc beaucoup plus sombre. Et moi j'aime bien ce petit truc en fait qui te dit, oui voilà, quand tu vois quelque chose de loin, t'as l'impression que tout est beau, tout est joli, et une fois que t'es au cœur du truc, tu vois les défauts, quoi. Voilà, tu te rends compte vraiment de la réalité, et puis ça je trouve que ça marche dans la vie au quotidien pour n'importe quelle situation, et je trouve que c'est très très bien mis. Et c'est dans l'intro, en fait, les deux petits moments que je parle, c'est vraiment 30 secondes au début et 30 secondes au moment où il arrive.
Mais mis bout à bout, en fait, je trouve que ça marche très bien. Et voilà, la scène d'intro, vraiment, je la trouve vraiment excellente, même si j'ai pas tout compris les enjeux. Parce que visuellement, c'était trop magnifique. Voilà. Ouais, je comprends. Voilà, c'était Les Enfants du Temps. Et on vous conseille chaleureusement d'aller découvrir ça. Ouais, parce que c'est vraiment très bien. Et en espérant qu'il y a du Makoto Shinkai qui revienne très rapidement dans le podcast. Parce que je pense qu'on a envie de revoir les deux autres qu'on a découverts. Et puis peut-être aussi de découvrir ceux qu'on n'a pas vus. Ouais, carrément, faudra les mettre aussi. On va croiser les doigts. T'as une recommandation ? Oui, moi je vais recommander un petit jeu vidéo que j'ai fait là tout récemment. Donc ça s'appelle Vemba. C'est un petit jeu indé sorti sur un peu partout, je pense, sur PlayStation, Xbox, sur PC, sur le Switch. Il est disponible partout. C'est un jeu édité par Visai Game. Donc un studio que je ne connaissais pas vraiment. Et c'est un petit jeu que j'ai acheté sur le PSN, donc le store de la PlayStation, pour 8 €, je crois. Et en fait, c'est un petit jeu où en fait on suit un couple d'immigrés indiens qui s'installe au Canada. Donc du coup, ça nous touche un peu aussi directement. En fait, ils sont venus pour avoir une meilleure vie. Ouais. Arrivé sur place, en fait, il y a la mère qui tombe, enfin la femme qui tombe enceinte, et en fait, il y a un enfant qui arrive. Et à cette période-là, en fait, ils avaient décidé de retourner en Inde, mais comme l'enfant arrivait, ils ont décidé de rester au Canada pour son bien, pour qu'il puisse grandir dans un pays, on va dire, où il peut avoir accès à tout, où il peut avoir accès aux études, à tout ça. Et donc, ils sont restés pour lui. Et en fait, c'est une petite famille c'est un petit quotidien de famille. En fait, on va suivre sur plusieurs décennies. Donc, au moment où la mère tombe enceinte, jusqu'au moment où le couple vieillit. Je ne vais pas raconter l'histoire parce que la fin est quand même assez touchante, voire déchirante. En fait, ça, c'est l'histoire de base, mais en fait, l'histoire est ponctuée avec un peu de gameplay de cuisine. Ouais. On va suivre l'évolution de la famille à travers quelques dialogues. Et entre deux, on va avoir des petites phases où en fait, on va cuisiner des plats indiens. C'est très simple comme jeu. Faut pas s'attendre à un gameplay de dingue. Alors, je peux le faire, quoi. Oui. Il y a aucune difficulté. Le jeu, je crois que je l'ai dû le finir en 3/4 d'heure, je crois. Le jeu, il se finit très facilement. Il y a 7 chapitres, donc il y a 7 recettes de cuisine. Okay. On découvre de la cuisine indienne. On le cuisine un peu. Le gameplay de la cuisine, c'est assez sympathique parce qu'on a un livre qui appartenait à la mère de la femme. Et en fait, dans le livre, en fait, il y a beaucoup d'éléments manquants. Que ce soit effacé, il y a des pages qui sont raturées, qui sont déchirées. Et en fait, à partir des éléments que nous, on arrive à lire sur le carnet, on doit essayer de reproduire avec tout ce qu'on a sur le plan de travail. On doit essayer de refaire la recette telle qu'elle était à l'origine. Ouais. Donc, c'est assez sympathique. Encore une fois, c'est pas non plus difficile, mais c'est très sympathique. Et en fait, il y a une direction artistique qui est très soignée. Ça fait très bande dessinée. Ouais, et puis c'est très original aussi. Il y a un vrai chara-design unique, quoi. Voilà, on sent vraiment que c'est très colorié, tu vois. Tu sens vraiment les textures du papier, du feutre. La bande originale est incroyable. En fait, on voit la mère à chaque fois qu'avant de cuisiner, elle allume sa radio. T'as une musique indienne qui vient en fond, et toi, tu fais la cuisine derrière. Et c'est un petit jeu vraiment. Voilà, ça prend pas la tête. C'est très beau. C'est très, pour rester un peu dans l'onirisme, ça restait pas vraiment onirique, mais on est vraiment dans une poésie familiale où en fait il y a des hauts, des bas, mais par contre la cuisine elle est toujours là pour amener de la couleur à leur vie et amener un goût à leur papy qui rappelle leur jeunesse ou peut-être quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Voilà quoi, c'est un jeu très sympa, donc je vous le recommande. Il y a les recettes à la fin, donc c'est plutôt exactement, bien. On a même accès aux recettes pour les refaire nous-mêmes. Donc c'est ultra sympa, franchement ça se joue tout seul. Donc voilà, ça s'appelle Vemba, c'est disponible partout. Super, ça donne envie. À toi. Moi je vais recommander une bande dessinée qui s'appelle Fée et tendre automate. Donc c'est en 3 tomes, c'est fait par Théi et Béatrice Tillier pour les 2 premiers tomes et Théi et Franck Leclerc pour le 3e. Il y a un peu ce côté de romance de jeunesse, des choses comme ça, donc c'est dans un monde fantastique. Ça se passe donc à Carlotta. C'est un monde où il y a des automates qui prennent vie. Donc c'est des pantins, des choses comme ça. Et donc il y a un automate qui est remis à la vie un peu dans
dire les bas-fonds de Carlotta, et qui trouve une fée qui est inachevée. Il va tout faire en fait pour essayer de pouvoir rester avec elle, de pouvoir la protéger. Et donc après, il y a tout un monde de jeux de pouvoir, de jeux de côté un petit peu des classes sociales, la division des classes qu'il peut y avoir. C'est très beau. C'est la toute première bande dessinée que je me suis achetée avec mon propre argent. Donc pas une BD qu'on m'a offerte. Et donc je me suis acheté ça au lycée, donc ça date. Je crois malheureusement que c'est plus édité. C'est édité chez Vent d'Ouest. Je crois que ça s'est terminé en 3 tomes et qu'il n'y a pas eu de réédition derrière. Mais voilà, moi je trouve que c'est une très belle bande dessinée. C'est très bien dessiné. Et puis moi j'ai beaucoup aimé le monde. Il y a des... comment dire, certains éléments qui vont faire penser un peu à Gun en fait, tu vois, sur le côté d'automatisation, des choses comme ça. On est plus sur l'univers vraiment des pantins que des cyborgs, mais voilà, il y a vraiment ce côté des corps qui sont un peu par moment, voilà, d'avoir des piles de pantins, le côté d'avoir des pièces en fait aussi disparates un peu partout, et puis faire l'assemblage, ce genre de choses. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce côté-là en fait, vraiment d'avoir des personnages qui sont pas terminés, qui sont encore qui sont pas finis quoi. Ok, très cool. Dommage que ce soit une recommandation introuvable. Ouais, si ça peut se trouver. On peut vous l'envoyer pour le lire. Non. Désolée, mais je sais pas comment je vais les récupérer après, donc voilà. Radine. Ouais, je suis désolée. Vous pouvez m'insulter sur les réseaux sociaux, j'assumerai. Non, ouais, bah après ce sera de l'occasion, peut-être les bibliothèques, certaines bibliothèques qui ont des vieux trucs, mais ouais, je pense que c'était surtout par rapport à la romance fantastique pour le lien avec les enfants du temps. Mais... Non, mais c'est très bien quand même. Puis si vous l'avez dans votre bibliothèque que vous avez hérité de je sais pas qui et que vous savez pas, vous l'avez pas encore lu, vous pouvez y aller. Hop, bon, on va piocher. 3, 2, 1, élection. Ah bah super. Super. En plus, on vient juste de l'acheter. Bah là, je veux ton avis. Ok. Là, c'est un grand film, là. Ok, ben moi je l'ai pas vu, donc on va voir ça. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais pas dans quel... je crois savoir que c'est plus ou moins un truc de mafia, des choses comme ça. Ouais. Mais sinon, je sais pas si ça frôle avec l'horreur ou avec le thriller. Ah non, pas du tout, c'est un thriller. Donc aucune idée. Non, c'est un thriller, c'est un polar. C'est Parfait, ça me va, c'est ma cam. Ouais, bah, j'ai hâte de découvrir ça. Et puis je te dirai ça. Ouais, c'est un excellent film. En tout cas, moi j'adore ce film. Très bien, c'est parti pour élection. Ok, bon bah merci tout le monde. Ouais, sur ce, portez-vous bien. Et puis bah, à la semaine prochaine pour élection. Exactement, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Bye.世界が君の小さな肩に乗っているのが僕にだけは見えて泣き出しそうでいると大丈夫ってさ君が気づいてさ聞くから大丈夫だよって僕は慌てて言うけどなんでそんなことを言うんだよ崩れそうなのは君なのに世界が君の小さな肩に乗っているのが僕にだけは見えて泣き出しそうでいると大丈夫ってさ
さ聞くから大丈夫